Bonjour Fanny, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, je vous Super. entends. Alors, Je vous vois pas. vous me voyez Enfin, pas. Bon, déjà c'est bien que vous m'entendiez, on va essayer de faire en sorte que vous me voyez aussi. c'est C'est bon. bon. Alors je disais, on vient de revoir ce magnifique documentaire que vous aviez fait il y a 4 ans déjà. Et c'était très adapté aux réflexions que l'on a aujourd'hui qui sont très, qui se posent en toute humilité parce qu'on découvre qu'on est. Alors, j'ai fait une erreur quand j'ai démarré tout à l'heure la conférence. Je nous présentais, nous, la France, comme le deuxième territoire marin, mais on est le premier territoire marin au monde, puisqu'il y a eu des ajustements et on m'a fait remarquer ça pour vous dire que les choses changent vite depuis février l'année dernière. Et donc, on se dit finalement, cette économie bleue figurant au cœur du pacte vert européen, eh bien, va nous mettre face au paradoxe de pouvoir exploiter au mieux ou de pouvoir nous positionner au mieux dans cette économie bleue, mais en même temps, on sait que tout cet écosystème est fragile et j'ai eu envie de ressortir des cartons ce film que je trouve fabuleux et qui n'a pas du tout vieilli, avec l'idée, avec plusieurs idées. La première, c'est de montrer que les gens ne restent pas sans rien faire face à tout ce qu'on est en train de vivre. Et bien sûr, je disais tout à l'heure que les territoires marins, insulaires, côtiers étaient aux premières loges, malheureusement, de ces transformations. Alors, on avait plusieurs questions parce que finalement, le fait d'être aussi proche des problématiques du changement climatique eh bien, fabrique aussi chez ces territoires l'idée d'adaptation, l'idée de résilience. Vous avez été parmi les premiers à citer ces mots-là il y a 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un paradoxe à parler d'atténuation d'un côté, c'est-à-dire toutes les mesures que l'on peut prendre pour éviter d'émettre plus, et en même temps d'adaptation et de résilience parce que ces mots-là résonnent comme finalement des combats déjà perdus. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante. Est-ce qu'au bout de 4 ans, finalement, les constats que vous aviez faits en matière de dommages liés au changement climatique se sont accélérés ou pas? Quelle est votre perception? Vous êtes géographe, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que finalement, comme on l'a vu au pôle, vous pensez que ça s'accélère? C'est la première question. Et puis la deuxième, c'est est-ce que finalement il y a beaucoup plus de territoires qui s'organisent aujourd'hui pour s'adapter, pour être plus résilient, pour vivre différemment? Et est-ce que vous en avez identifié? Et puis finalement sur les 6 exemples que vous avez donnés qui sont répartis un peu partout sur les mers du globe, est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce que ces politiques se sont avérées suffisantes ou pas? Est-ce qu'il y a finalement, vous reprendriez les mêmes lieux ou pas? Est-ce que on a des bémols? Est-ce que ce qui est fait va dans le bon sens et est suffisant ou pas? Voilà, je pose beaucoup de questions à la file, d'affilée, et je vous laisse nous répondre. Et on est ravis, Fanny, de vous retrouver même à distance aujourd'hui parmi nous, puisque Fanny a un très beau métier. Elle a pris à cœur d'éduquer les enfants à La Rochelle et de leur apprendre ou de leur transmettre un bout de son savoir. Donc, merci d'être parmi nous. Je vous laisse la parole, Fanny. Merci, merci Myriam. Alors, je vais essayer de faire au mieux. Je suis un petit peu malade. Je suis désolée, j'ai été au lit toute la journée. Donc, je vais essayer de retrouver mes esprits. Euh, je vais essayer de me concentrer. Je suis super, je suis ravie de pouvoir diffuser de nouveau ce film avec vous aujourd'hui et qui continue à vivre. Et ce film n'aurait jamais pu voir le jour sans vous. Donc c'est merveilleux. J'étais d'ailleurs à un festival d'aventure avec des grands aventuriers, des personnes assez reconnues
la semaine dernière dans les Pyrénées et le film a fait encore ça le comble. Donc c'était vraiment un bonheur et je vois qu'il est en effet toujours d'actualité parce que bah, cette question, elle est encore plus d'actualité. Elle le sera bah, encore bien longtemps, je pense. Je sais plus, alors je vais essayer de répondre à tes questions au fur et à mesure, Myriam. Du coup, déjà, la première question par rapport à l'évolution du changement climatique, euh, bah, je pense qu'en effet, il y a une accélération et une aggravation des effets du changement climatique de manière globale et qu'on peut aussi en France, mais on peut le percevoir très très bien actuellement en France, mais aussi dans le monde entier. Et en même temps qu'il y a cette accélération, il y a aussi, selon moi, une grande montée des prises de conscience et, et il y a une accélération des initiatives, une accélération euh, des actions qui sont mises en place pour l'atténuation et l'adaptation. Donc, ça me laisse à la fois assez inquiète par rapport à ce qui se passe parce que c'est très inquiétant. Parce qu'en effet, on rentre dans des boucles de rétroaction positive qui font qu'on est dans une situation euh, en chaîne, en fait, où il va se passer des choses assez, de plus en plus graves, je pense, au niveau du climat, au niveau des catastrophes, des virus qui sortent des glaces. Il y a des tas de choses qui s'accélèrent et qu'on pourra plus maîtriser justement, si on ne prend pas le problème à bras le corps aujourd'hui. Les scientifiques parlent de situations irréversibles, donc on est dedans. Mais en même temps, voilà, il y a toutes ces initiatives qui se font de plus en plus connaître. Il y a cette prise de conscience, il y a des lois maintenant qui sont mises en place. Les entreprises ne plus parler de RSE, de développement durable aujourd'hui dans leur plan d'action. Euh, donc voilà, je crois qu'il y a un vrai switch qui se fait. Alors, ce qui serait bien, c'est que ça se fasse plus vite et que ça aille plus loin. Parce que bah, là, on est vraiment dans une situation d'urgence, selon moi, et selon bah, les scientifiques. Euh, donc, ça, c'est plus par rapport à ce qui est global. Après, au niveau des territoires qu'on avait étudiés, on a eu peu de retours. Alors, j'ai fait ma petite enquête, en effet, 4 ans après. Alors, je sais plus si je réponds à toutes tes questions, là. Ça y est, Myriam, je suis perdue. Est-ce que tu veux que je fasse un bilan de ce qui s'est fait, ce qui se fait maintenant 4 ans après dans ces territoires Oui, je ou... pense que vous avez gardé un œil, que tu as gardé un œil sur ces territoires. Et est-ce que finalement, on peut se dire, ce sont des exemples ou des exemples partiels? Quel est un peu l'état des lieux par rapport à toutes les initiatives que l'on voit dans ce documentaire? Oui. Alors, c'était pas évident de retrouver des infos parce on n'avait pas forcément des contacts, on n'a pas forcément gardé contact facilement avec certains habitants là-bas, bah, pour là aussi la simple raison qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas Internet. J'ai recherché des choses sur El Hierro, j'ai rien trouvé. Euh, Par contre, ce qu'on a eu comme info, alors c'est en Indonésie. En Indonésie, ce programme, il a vraiment très très bien fonctionné aujourd'hui. Donc il y avait Martin est disponible, je ne sais pas s'il va pouvoir l'appeler ou pas. Martin de Coral Guardian de l'association de restauration des récifs coralliens. L'association se porte à merveille. Ils ont eu beaucoup de financement. Ils ont développé des tas de restauration corallienne dans d'autres îles, en Méditerranée notamment, en partenariat avec l'Espagne. En Indonésie, les populations sont autonomes. Donc c'est assez formidable parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la restauration des écosystèmes peut aussi permettre une avancée sociale et économique pour un territoire. Là-bas, c'est clairement l'exemple, c'est qu'en protégeant la nature, eh ben, ça a créé de l'emploi et ça a créé une autonomie financière et une fierté pour ses habitants de s'occuper de leurs coraux, de faire revenir les poissons et d'avoir une aire marine protégée qu'ils ont créée eux-mêmes. Donc en fait, maintenant,
Euh, Là-bas, il y a 53 000 dans mes souvenirs, 53 000 coraux qui ont été restaurés depuis 2015 et ça va très très vite. Ils remarquent une nouvelle montée de la biodiversité euh, et puis bah, les pêcheurs formés sont devenus formateurs, donc ils forment de nouveaux pêcheurs. Donc c'est vraiment un système qui fonctionne hyper bien en autonomie, donc c'est un vrai exemple de résilience locale. Et ce qui est formidable quand on s'attaque à un problème, c'est qu'après, on peut avoir envie d'aller toujours plus loin. Et du coup, ah bah Martin, Martin est là. Je t'entends pas. Hop, je mets mon micro. Alors, on n'a Je pas dis de n'importe quoi, ça problème. se trouve. Tu vas me... Non, je ne crois pas que Fanny dise n'importe quoi, mais on sera ravis d'apprendre de première main un petit peu, d'avoir des nouvelles des coraux restaurés et sur les lieux que nous avons vus et ailleurs dans le monde. Du coup, c'est pour toi, Martin, je crois. C'est à moi? Voilà. Alors j'entends ma voix. J'en profite. Vous apparaissez juste au moment où Fanny parle de vous et du succès rencontré dans la première initiative pour sauver les coraux marins et faire revenir de la biodiversité, bien sûr. Oui, j'étais là, j'ai tout entendu, j'entends ma voix qui double, je sais pas pourquoi. Non, c'est bon, c'est passé. Oui, bah alors ça me fait super plaisir de pouvoir intervenir. Ça me fait super plaisir d'avoir entendu Fanny présenter du coup nos actions sur le terrain et de façon plus large les problématiques de biodiversité et de réchauffement climatique, de changement climatique. Du coup, moi, je suis là pour témoigner un peu de la partie du film que vous avez vu sur l'Indonésie et sur l'association Coral Guardian et les actions qu'on met en place avec les pêcheurs traditionnels sur place. Donc, tout ce que tu as dit, Fanny, c'est très vrai. Je pense que... Alors, on peut parler du corail, mais nous, on utilise vraiment la restauration corallienne comme un outil pédagogique, justement pour ces gens, pour qu'ils puissent mieux comprendre et pouvoir protéger de plus grandes zones. Le but n'étant pas de restaurer tous les récifs existants, parce que déjà, c'est impossible et ça ne fonctionnerait pas. On ne pourrait pas retrouver la biodiversité originelle. Donc, je crois que c'était en quelle année, Fanny? En 2018 que Ouais. vous êtes venue, c'est ça? Donc, en 2018, le programme avait commencé depuis 2015. Donc, ça faisait 3 ans déjà. On avait déjà des bons résultats. Et donc, cette année, en début 2023, le programme a 7 ans. Et on a transplanté quasiment 50 000 coraux, 48 000, je crois, à peu près. Il y a 8 pêcheurs, 8 personnes qui sont salariées à plein temps. Et ça, c'est vrai, comme tu le disais, Fanny, ça crée de l'emploi. Et je pense qu'il n'y a pas assez de financement alloué à ce type d'action, justement, des humains qui protègent le reste du vivant. Et je pense que c'est très important. Et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera, en fait, en mettant en place des sentinelles des milieux marins. Et d'ailleurs, ce qu'on met nous en place sur le terrain, on pourrait mettre ça en place exactement de la même façon pour une forêt, une rivière ou d'autres écosystèmes. Donc il y a eu un peu moins de 50 000 coraux transplantés, 8 salariés à plein temps qui sont protecteurs du corail. Donc à plein temps, c'est leur métier. Donc ils s'y connaissent beaucoup mieux que nous localement sur ces écosystèmes. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on a commencé en bas, et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les gouvernements, donc le gouvernement local, le chef du village, donc on a commencé vraiment par ça, et du coup, il y a eu le gouverneur qui est le niveau un peu au-dessus, jusqu'au gouvernement central à Jakarta, qui se sont intéressés à ce programme et qui ont envie de le répliquer. Et dans cette dynamique-là, on a mis en place, donc comme tu disais Fanny, un autre programme en mer Méditerranée, en Espagne, et on essaie de partager justement ces connaissances en sachant que chaque culture est différente, chaque culture locale, et c'est ce que vous représentez très bien dans le film, dans le documentaire. Et chaque écosystème local aussi est différent, donc il faut s'adapter et arriver à faire remonter cette information pour que les gens puissent aussi à d'autres endroits profiter de cette information et partager aussi la leur. Donc on en est là chez Coral Guardian et c'est une belle expérience qui continue. Je pense qu'on est au début du partage d'expériences et la première phase, donc l'association a 11 ans.
La première phase, ça a été acquérir de la compétence. Et maintenant, le but, c'est de pouvoir la partager et de permettre aux gens qui commencent un programme de pouvoir tout de suite partager leur expérience. Merci Voilà. Martin. Et alors, en fait, on a le même âge, E5T et Coral Gardien. Et vous voyez, quand je vous entends, Fanny et toi, voilà, moi j'ai un credo qui est dans le nouveau paradigme éco-énergétique, on a le droit de penser qu'on peut mettre en place une économie réparatrice. Et donc, quelque part, je me dis, voilà, même si ce sont des petites initiatives au départ, l'important c'est que ces initiatives durent, qu'elles puissent se répliquer et qu'elles puissent venir réparer ce qu'on a endommagé hier, parce qu'on a fait le mieux qu'on a pu à l'époque où on l'a fait, et malheureusement on a détruit, et aujourd'hui il faut réparer. Est-ce que cette idée d'économie réparatrice, régénératrice, peut, dans un monde idéal et dans l'expérience que vous avez, se répliquer dans beaucoup d'autres zones du monde, et quel impact cela aurait sur la biodiversité, le fait de récupérer des espèces qui vont avoir besoin de ces milieux marins avec ces coraux. Est-ce que vous avez analysé ça, ou est-ce que c'est encore... Oui, oui, je réponds du coup. Je réponds à cette question. Ok. Euh, alors, c'est très intéressant. Économie réparatrice, je l'ai noté. Je trouve Moi ça, aussi. je trouve ça super intéressant. Alors, c'est très intéressant. Par contre, euh, on agit à l'échelle locale, mais la problématique, elle est globale. Donc, une économie réparatrice, à quel niveau? C'est-à-dire que je crois à l'économie réparatrice locale, et ça, on l'a prouvé. Donc, à travers la mise en place d'aires marines protégées, la sensibilisation de pêcheurs, la restauration corallienne, des cours dans les écoles, et ça fonctionne. En fait, la nature revient très vite et reprend très vite ses droits, le vivant. Par contre, là où c'est plus difficile, c'est-à-dire économie réparatrice, euh, le corail rencontre des problématiques globales de réchauffement de l'air qui réchauffe les masses d'eau et qui euh, défont en fait la symbiose entre le corail et l'algue qui vit à l'intérieur de lui, et le corail blanchit. Vous avez certainement entendu parler du blanchissement du corail. Et ça, du coup, l'économie réparatrice, ça doit être l'arrêt des émissions de CO2. Voilà. Donc, vous imaginez bien que c'est pas facile. C'est même, je dirais, très compliqué de tout arrêter. On l'a vu pendant le Covid, hein, il y a eu l'arrêt enfin, il y a eu une forte diminution des émissions de CO2, et on a eu des résultats en fait, hein, vraiment sur plein de paramètres. Mais en fait, il faudrait faire ça tout le temps. Et je pense que c'est là vraiment où est l'enjeu, et c'est là où on va rencontrer la grande difficulté. Voilà. C'est un peu mon raisonnement, en tout cas sur le corail. Et je pense que toutes les autres espèces sont aussi soumises aux problématiques de température. Alors, merci pour ce retour. Alors, effectivement, je crois que c'est évidemment dans un monde idéal, les émissions s'arrêtent, mais on n'en est pas tout de suite là, même si on est tous en train de se battre pour le net zéro à 2050, et on voit bien que ce n'est pas un sujet facile, d'où le fait qu'on essaye d'apporter des solutions, même locales, parce que toutes les initiatives comptent en la matière. Je crois qu'il y a un autre problème, c'est aujourd'hui l'appréhension économique, puisque les business models actuels ne reconnaissent pas forcément une valeur à cette idée de réparer des choses endommagées. Est-ce qu'on peut réfléchir à des business models innovants et ou, pourquoi pas, vous savez qu'aujourd'hui, quand on calcule le PIB d'un pays, on va inclure les dépenses de santé. Est-ce que finalement, les dépenses pour réparer la nature ne pourraient pas devenir faire partie intégrante du PIB, ou comment pourrait-on être créatif pour avoir des business models et parler le langage des économistes d'hier qui continuent encore à sévir? Alors, qui c'est qui répond à ça? D'avoir vos avis. Oui, ben, personnellement, je comparerais ça un peu aux problématiques du plastique.
C'est-à-dire que c'est bien de ramasser le plastique, mais la problématique, elle est dans la création du plastique. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas réglé le problème de la création, on aura beau le ramasser, ça servira à rien. Et du coup, c'est là que la réparation, à mon avis, est inutile si on ne met pas en place des moyens de prévention, en fait. Voilà. Voilà ce que je peux répondre à la question. Après, c'est vrai qu'on peut s'étaler beaucoup plus longtemps, mais vraiment, je pense qu'il faut aller à la source de la problématique. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On a beau réparer quelque chose qui est cassé en permanence, on ne le réparera jamais, en fait. La bonne nouvelle quand même Ouais. dans ce que vous nous dites, Martin, c'est qu'il y a une capacité des écosystèmes à récupérer un niveau de bonne santé assez vite, si je comprends bien. C'est ça. Mm. C'est ça. En tout cas, pour le moment. Ouais, Et avant un certain voilà, seuil, non? c'est ça. Mm. Non, Non, ça devrait être... oui. Si on prend le corail, par exemple, les scientifiques ne sont pas du tout optimistes sur l'avenir des récifs coralliens. On en a déjà perdu plus de 40%, je crois, de façon irréversible. La grande barrière de corail est en déclin. Voilà, elle est quasiment, je crois, en passe de se faire déclasser par l'UNESCO. Voilà, ça, c'est des grandes décisions quand même qui montrent qu'il se passe des choses et c'est pas des choses qui vont dans le bon sens. Donc voilà, une fois que le corail est perdu, c'est pour toujours. C'est-à-dire que les espèces ne reviennent pas. Une fois qu'une espèce est disparue, on la récupère pas, donc on perd en biodiversité. Donc on pourra peut-être garder du récif corallien, mais sur des milliers d'espèces, on en gardera peut-être une dizaine et ça ne suffit pas. Le perte de biodiversité, est-ce que toutes les actions en matière de biodiversité aujourd'hui, le problème est posé clairement, vous aident dans vos travaux ou vous donnent un peu plus d'espoir? J'ai pas bien compris la question. Vous savez que depuis 2-3 ans, on commence à s'intéresser de façon plus explicite aux liens entre le changement climatique et la perte Oui. de biodiversité. Est-ce que ce mouvement, vous sentez qu'il vous accompagne et il vous aide malgré tout? Oui, mais je pense que pas suffisamment d'efforts sont faits en fait dans ce sens-là. On peut reprendre quelque chose d'un peu dramatique, hein, bon, il faut en parler, mais par exemple l'Australie, qui a la plus grande barrière de corail au monde, est le plus gros exportateur de charbon au monde. Voilà. Donc je crois que quand on dit ça, c'est assez explicite en fait les décisions des gouvernements. L'Australie, qui n'est pas un grand pays en termes de population, hein, enfin, voilà, il y a des grands enjeux économiques qui passent avant la biodiversité. Donc comment faire pour faire passer la biodiversité avant les grands enjeux économiques? Bon, il faudrait que ça rapporte plus d'argent, je pense, et ce qui ne sera pas le cas immédiatement. Mais en tout cas, on s'en rendra vite compte, je pense, si on continue comme ça. Merci Martin. Alors j'ai regardé un petit peu de mon côté Fanny et donc j'ai regardé non pas l'économie circulaire avec tout ce qui va concerner le traitement des déchets, mais un petit peu ce qu'avait donné le moratoire prononcé par les Canadiens sur la pêche à la morue, la pêche des morues à Terre-Neuve. Et maintenant, depuis 30 ans, on ne peut plus pêcher des morues et malheureusement, on peine énormément à retrouver les stocks de morues qu'on avait au grand temps de la pêche à la morue. Et je regardais le niveau de reconstitution de ces stocks est encore très bas parce que l'homme est un prédateur, évidemment, et surtout lorsqu'on a lancé la pêche industrielle, mais pas que. Les morues sont aussi victimes du réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi d'autres animaux prédateurs pour elles, des animaux marins prédateurs pour elles. Donc, ce n'est pas facile une fois qu'on a perdu de regagner, mais on a quand même regagné. Donc, il y a effectivement des aspects légaux qui viennent aider à gérer ces problématiques. J'ai regardé aussi El Hierro aux Canaries. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'intox sur les énergies renouvelables puisque El Hierro était en train de travailler à une idée un peu idéale qui était celle d'avoir une île sur du 100% renouvelable. Et il y a eu beaucoup de critiques en disant ça ne marche pas, c'est le contre-exemple. Et évidemment, on jette le bébé et l'eau du bain, comme on le fait souvent dans notre pays aussi d'ailleurs, en disant finalement les énergies renouvelables, ça ne sert à rien. Ce
qui n'est pas tout à fait le cas. Ça ne suffit pas aujourd'hui, à l'instant T, pour alimenter complètement l'île et la rendre autonome en énergie sans utilisation d'énergie fossile, mais malgré tout, ça a pris quand même le relais pour pouvoir compter sur les énergies renouvelables. Et donc voilà, je pense que déjà pouvoir remplacer une partie des énergies fossiles, c'est important en soi. Et puis, il y a quand même dans le reportage des idées de gouvernance et des idées de redéfinir un peu le rapport que nous avons à la nature. On a, depuis la Renaissance, probablement eu l'idée que nous étions supérieurs à la nature, et on s'aperçoit que finalement, on doit trouver une nouvelle forme d'homéostasie, probablement, entre l'homme et la nature. Peut-être passer de l'anthropocène à la symbiocène, pour reprendre le terme d'un philosophe environnementaliste que j'aime beaucoup, australien. Et comment vous vivez cette idée de passage d'anthropocène à symbiocène? Comment on peut redéfinir cette relation de l'homme à la nature et des nouvelles gouvernances qui pourraient nous aider on parle beaucoup de sobriété en France aujourd'hui. Est-ce que vous avez identifié des choses qui pourraient aller dans le bon sens? Ouais, il y a plein de choses là. Alors, le symbiocène, déjà, je connaissais pas, je l'ai noté. Euh, j'aime beaucoup ce concept. J'aime. Alors oui, juste pour El Hierro, je voulais revenir là-dessus. Déjà, en effet, c'est les médias qui se sont emparés de ça, hein, il y a longtemps, en disant El Hierro, l'île du futur, l'île 100% énergie renouvelable, alors que c'est pas le cas. En effet, c'est 100% énergie renouvelable qu'à certains moments de l'année. C'est le cas à certains moments de l'année. Donc c'est pas toujours le cas. Donc ça a été en effet un peu une intox. Enfin voilà, des fois il faut faire aussi attention à ce qu'on lit et ce que peuvent dire les gens. Mais en tout cas, voilà, tu l'as dit, Myriam, l'important c'est de voir qu'ils ont réussi à sortir du pétrole pendant 30 ans et c'est le combat voilà, de gens qui croient et que ça peut fonctionner et que c'est déjà mieux que rien. Et que de toute façon, pour la question de l'énergie, je crois qu'il faut surtout éduquer, à apprendre à moins consommer en fait. Parce que si on continue à consommer de la même manière, mais avec du renouvelable, on va aussi droit dans le mur. Parce que le renouvelable, ça demande aussi des minerais qui sont extrêmement polluants à extraire, qui sont aussi de moins en moins faciles à trouver, et il y en a de moins en moins, et c'est pas durable du tout. Donc en fait, c'est vraiment redéfinir notre rapport à notre consommation, à comment on consomme le monde en fait, et sortir de ce paradigme de ce qu'on a été formaté à faire, et là se rendre compte que tiens, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il va falloir faire autrement, et il y a plein d'autres manières de faire sans compromettre notre confort, sans compromettre l'économie d'un pays, enfin, etc. Donc tout ça est à inventer. Après, justement, la question du rapport à la nature, pour moi, elle est centrale. Aujourd'hui, je crois que si on veut faire accélérer toutes ces initiatives, toutes ces prises de conscience politiques et sociales sur ces questions-là, je crois qu'il faut qu'on se reconnecte en fait à notre vraie nature et qu'on se reconnecte à la nature. Et je crois qu'il faut passer par, euh, par nos sens. En fait, il faut aller dans la nature, il faut aller se rendre compte de la beauté du monde, faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que par exemple, quand on va en Indonésie et qu'on voit ces coraux dévastés d'un côté, et puis ces nouveaux coraux qui naissent avec tous ces petits poissons, en fait, ça nous frappe par nos sens. Tout de suite, on se dit, tiens, mais c'est fou. En effet, évidemment, on a envie tous d'une nature préservée et euh, enfin, voilà, je crois il faut plus se reconnecter à notre environnement. On est beaucoup trop dans nos écrans, dans nos ordis, dans notre monde qui va très vite. Et, euh, et, et ça, bah, du coup, je vais
aller sur ce sujet, moi, qui me passionne aussi en ce moment, c'est que du coup, en effet, je suis devenue enseignante et j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à faire ce métier dans une classe parce que, voilà, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'emmener mes enfants, d'emmener mes élèves dehors, en fait, hein, de leur faire comprendre la géographie en étant dehors, en allant parler aux gens. Tout ce que j'ai pu faire aussi avec le projet. Et donc là, je suis en train de monter un nouveau projet avec des jeunes et on va aller sur les glaciers dans les Alpes en avril. Et donc ça va être formidable parce que c'est vraiment l'idée d'éduquer pour protéger et de passer par l'émotion, par, par ce qu'on ressent en fait. Parce que quand on voit les choses, qu'on comprend comment ça fonctionne, on a forcément envie d'agir, on a forcément envie de protéger. Et, euh, et voilà, l'action, c'est vraiment un remède aussi à toute cette éco-anxiété qui nous touche aussi en tant que jeunes. Là, je parle de ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment et qui est frappant. 75%, il y a une étude qui est sortie, 75% des jeunes 18-25 ans dans le monde est éco-anxieux. Enfin, c'est énorme en fait. C'est un vrai mal-être et je le vois vraiment avec mes élèves tous les jours. Je crois qu'ils savent pas du tout comment se situer dans l'avenir et comment ils vont se construire dans ce monde qui marche sur la tête. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile quand on a cette conscience-là, qu'on voit qu'il y a tellement d'autres manières de faire, mais que c'est pas fait ou pas assez, bah c'est difficile de rester bien dans sa tête, en fait. Et du coup, le remède à ça, bah, c'est d'agir collectivement, de faire des projets, d'aller dans l'action, de militer, de créer des nouvelles idées. Voilà, c'est... Et je me suis un peu perdue dans mon argumentaire, mais il faut retrouver cette symbiose, en effet, avec la nature, mais avec notre nature, en fait, parce qu'on se perd nous-mêmes en continuant dans ce monde. Ce que tu dis, Déconner. ce que tu dis, Fanny, me donne envie de créer un atelier sur lutter contre l'éco-anxiété parce que je crois qu'on touche un problème qui est à la fois très très grave, qui est très grave à double titre. Le premier, c'est qu'on n'a pas du tout envie de voir nos enfants et nos jeunes anxieux ou éco-anxieux. On a envie d'avoir des personnes qui voient le futur avec ce qui peut leur apporter parce que chaque vie humaine est un cadeau. Et je crois que la gâcher aussi jeune ou en étant très jeune, c'est quand même, voilà, en soi, déjà, le problème vaut la peine qu'on se mobilise. Deuxième chose, c'est que finalement, ça va très vite servir de prétexte à l'inaction. Parce que quand on est éco-anxieux, on n'est pas dans un niveau d'émotion ressources, où on n'est pas à aller activer nos émotions ressources, c'est-à-dire finalement, on va peut-être juste tempêter ou tempester contre les gouvernements ou rien du tout d'ailleurs, en se disant que fichu pour fichu, on sort nos Kleenex et on pleure. Or, j'ai envie, même si c'est un lieu commun, de vous dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de la créativité, il y a de l'imagination, et l'imagination peut pour nous beaucoup, et il y a de l'espoir. Et c'est cet espoir qu'on ne doit pas lâcher. Et vous savez que moi, j'ai pris le parti depuis longtemps de dire il y a la possibilité de cultiver une lucidité très importante sur ce qui se passe. Il ne s'agit pas de faire l'autruche et en même temps de rester optimiste. Parce que je trouve que la voie du pessimisme et la voie de la dépression est finalement la plus facile puisqu'elle ne nous oblige pas à grand-chose, même si c'est la plus douloureuse. Donc, rester mobilisé, créer des réseaux de par le monde, c'est quand même merveilleux. On a réussi à avoir des gens un peu partout dans le monde et on n'est jamais seul quand on mène des combats justes. Et je pense que celui des émotions, les bonnes ou les mauvaises que l'on ressent, alors puisqu'on en est au chapitre Les nouveaux mots du Larousse, j'ai découvert moi-même une nouvelle émotion qui s'appelle la solastalgie, qui a fait son apparition dans le dictionnaire depuis pas longtemps, 1 ou 2 ans.
et qui est cette émotion profonde que l'on ressent face à un lieu qui a été dévasté par un événement climatique. Et vous savez que le langage est le vecteur de la pensée, et donc notre pensée évolue aussi. Et quelque part, j'espère qu'on pourra, en 2020, aux prochaines universités de La Rochelle, vous présenter des travaux qu'on mène depuis 3 ans maintenant, autour d'un sujet qui me tenait à cœur, qui est au-delà de l'urgence climatique et au-delà de la pression réglementaire, qu'est-ce qui peut nous donner envie de changer? Et je crois que en réfléchissant à ce sujet, vous commencez à l'évoquer, il y a des pistes qui se dégagent. Peut-être qu'il faut changer la façon d'éduquer, peut-être qu'il faut, chacun d'entre nous doit être porteur de 100 projets, ou que ce soit dans le monde, et que tout ça va s'additionner et peut-être contient des bouts de solutions. Et bien sûr, j'ai bien compris l'histoire de la baignoire qui avait une fuite à un certain moment. Il faut régler le problème de la fuite et arrêter d'émettre du CO2, mais ce sont des combats qui doivent se mener en parallèle que celui de réduire les émissions de CO2, voire d'aller le capter et en même temps d'aller réparer. Donc je sais que c'est pas facile, mais c'est notre credo et on doit le poursuivre le plus possible à plusieurs. Merci en tout cas. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ou est-ce que quelqu'un... On n'est pas nombreux ici, mais je sais qu'il y a toujours beaucoup de gens connectés ou qui reverront ces moments en différé. Donc est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser à Fanny ou à Martin? Ou est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose à ce qui a été dit? L'un ou l'autre? Tu vois, je finis juste peut-être, après je te laisserai le mot de la fin peut-être, Martin. Je pensais à quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est par rapport à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai fait ma petite enquête aussi avec Christophe Keignard, qui était qu'on voit dans le film, qui était le responsable de la gestion des déchets. Aujourd'hui, justement, ils ont trouvé des solutions. Il y a quelque chose qui est à l'étude. Donc, je crois qu'il y a dans toutes les solutions pour l'avenir, il y a cette notion donc de s'appuyer sur toutes les connaissances traditionnelles qui ont toujours permis au peuple de s'adapter et d'être très relié à la nature et aussi aux sciences, couplé à la science moderne et tous les avancées de la science moderne. Et aujourd'hui, par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des déchets résiduels dont ils ne savaient toujours pas quoi faire. Alors, le tri a énormément avancé. Ça doit être un des dom-toms qui est le plus avancé en matière de tri sélectif. Les habitants sont vraiment bien avancés là-dessus. Et tous les déchets résiduels de la décharge, ils sont en train de réfléchir à les récupérer. Alors, ça s'appelle des substituts de récupération, je ne sais plus un terme technique, pour en fait les valoriser en énergie. Ce serait une manière d'en faire de l'énergie, en fait, de faire de l'énergie à partir des déchets. Et donc ça, c'est à l'étude, et ça permettrait aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon de sortir un petit peu du tout pétrole. Et ce qui est chouette, c'est ce que j'avais voulu dire tout à l'heure, c'est quand on a une initiative, des fois, après, ça ouvre la porte à toutes les autres. Parce que du coup, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ont créé aussi là une espèce de forme d'agriculture en aéroponie pour créer des, euh, des salades, des herbes aromatiques, ça s'appelle la ligne verte. Et ils font aussi du gin à partir d'essence de sapin de la forêt boréale. Ils ont créé un restaurant avec des produits locaux, avec des algues, des plantes issues de la cueillette. Alors, ils trouvent plein d'idées, mais c'est comme ça que les peuples faisaient avant, en fait. Et du coup, ils sont vachement en train de se reconnecter à ça, là où Saint-Pierre-et-Miquelon, du coup, depuis la fin de la morue, était vraiment vivait des bateaux qui arrivaient pour ravitailler, des subventions de l'État. Ils n'étaient pas du tout dans une économie justement régénératrice et innovante. Et là, ils sont vraiment en train de mettre ça en place. Et dans le même temps, ils sont en train de relocaliser le village à Miquelon, parce que du coup, il y a la montée des eaux qui est très forte là-bas. Donc, ils sont en train de mettre en place ça. Donc, il y a de l'adaptation, il y a de l'atténuation. Voilà, j'étais très heureuse d'apprendre ça quand j'ai eu Christophe au téléphone. Donc, ce qu'il faut retenir, je crois que c'est que quand on commence à mettre le pied dedans et qu'on se rend compte que ça marche, en fait, après, ça ouvre
plein d'autres idées. Et, et que pour moi, vraiment, la clé, donc comme tu disais, Myriam, c'est de joindre les intelligences. C'est vraiment utiliser les idées de chacun et ça passe aussi par l'éducation. Et pour moi, ça serait tellement important qu'il y ait une matière écologie ou construire demain, au même titre que français et maths. C'est pour moi essentiel. Il y a des tas d'associations qui ont écrit des pétitions là-dessus. Mais il faut que tout ça, ça s'apprenne depuis la maternelle. Il faut aussi qu'on apprenne donc, les outils pour construire demain. Parce qu'aujourd'hui, on sait tout ce qui ne va pas. On sait qu'il y a des petits trucs qui marchent à droite à gauche, mais il faudrait vraiment qu'on ait en main les outils clairement pour nous agir à notre échelle individuellement, mais aussi comment on agit collectivement à une plus grande échelle, etc. Et puis aussi apprendre des petits à collaborer. Ça, c'est vraiment ce qui va nous sauver, en fait. Je crois que l'humain, il est vraiment capable du pire et du meilleur face à l'adversité. Et là, on est face à l'adversité. Et si on a été éduqué, si on nous a appris à collaborer, à construire de manière régénératrice, positive et tout ça, je pense qu'on peut faire face à ce défi. Mais ça s'apprend parce que c'est pas inné. Donc voilà. Pour moi, c'est. Mais Martin, une belle leçon parce que je crois que tu as raison. Pour redéfinir son rapport à la nature, on doit certainement commencer par redéfinir notre rapport à soi et aux autres et à essayer d'apprendre à mieux se faire confiance et à réétalonner un peu ces liens précieux qui nous unissent et dont on a besoin dans ce qu'on appelle cette intelligence collective. En tout cas, merci Fanny parce que tu es quand même bien en forme et tu gardes un esprit vif malgré le fait d'être un peu pas dans ta meilleure assiette possible aujourd'hui. J'aurai plaisir à te retrouver à La Rochelle cet été. Hein. Oui. Et alors Martin ? Oui, je rejoins Fanny sur beaucoup de choses. Voilà tout ce qu'elle a dit. Je suis totalement d'accord. Moi, ce que je rajouterais peut-être, c'est l'engagement. C'est-à-dire, je pense vraiment qu'il faut s'engager en fait, et on peut pas ne rien faire et juste subir. Je pense que c'est important de s'engager, mais pour s'engager, je pense qu'il faut aussi se documenter et pas s'engager dans n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui traînent à droite à gauche qui sont fausses. Donc je pense bien se documenter et s'engager. Il y a beaucoup d'associations qui font du super boulot. En fait, il y a plein de causes différentes dans lesquelles on peut s'engager. Il faut en choisir une, ou deux ou trois. Et voilà, donc c'est un peu là-dessus que je pense que vraiment on peut faire la différence si on s'engage. Et ça peut vraiment fonctionner. Et je voulais remercier Fanny aussi pour ce magnifique film où on a pu contribuer. Et voilà, ça a été assez hallucinant de voir le résultat final. Et merci pour l'invitation pour commenter un peu notre partie à nous, qui est le corail. Hein. Voilà. Qui sont quand même le socle de l'engagement et co-création, ça fait beaucoup de quelque chose. Mais bravo, merci Martin. Et nous, de notre côté, vous pouvez continuer à compter sur notre engagement chez E5T pour continuer à mettre en lumière les initiatives des uns et des autres parce que, à nouveau, lucidité peut aussi se conjuguer avec optimisme et même si c'est difficile, la foi, et les engagements, les convictions déplacent des montagnes et je partage tout à fait ton idée, Fanny, qu'en apprenant d'hier et en utilisant les ressources d'aujourd'hui et de demain en matière de technologie, on peut certainement beaucoup plus que ce que l'on imagine. Et voilà pourquoi on continuera à regarder ce qui se passe le plus possible. On ne sera pas exhaustif, mais on apportera notre pierre à l'édifice et puis on continuera à mettre en lumière ces actions des uns et des autres parce qu'on a besoin de construire l'espoir. C'est une émotion ressource qui nous donne envie d'aller plus loin et de le faire côte à côte. Un grand merci à vous. Rétablis-toi vite, Fanny. Merci, Martin. Et puis, j'espère à très bientôt. Et on continuera à trouver de nouveaux exemples et dans cette ligne droite que vous avez commencé
à tracer autour des initiatives un peu partout dans le monde. Un grand merci et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci, bravo. Voilà, on va clôturer cette première journée, cet échauffement, cette envie qu'on avait de poser les problèmes à notre manière, différemment, sans prétention, juste avec des gens qui ont envie de chercher à comprendre, de poser des solutions, de peut-être rencontrer d'autres personnes, parce qu'on s'aperçoit que la loi des relations réussit 1 + 1 = 3. Et on poursuivra demain après partager voilà, un bout de cocktail ensemble. Et demain, on aura plaisir à retrouver d'autres experts, d'autres idées et à continuer ces travaux que nous avons démarrés pour comprendre comment on peut faire face à ces grands enjeux. Même si on n'a pas de solution tout de suite, on sent que des choses commencent à se dessiner. Donc, un grand merci à tous d'être parmi nous. Merci à ceux qui nous regardent et puis à demain pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Bonsoir.